Eh bien bonsoir à tous, et bienvenue dans Sombre Secret. Dans ce second épisode, penchons-nous sur les vampires. Il est 1h du matin, le temps est pluvieux. Vous rentrez chez vous après une longue nuit passée à des occupations connues de vous seul. Malgré vos vêtements d'hiver, vous êtes glacé, et à chacun de vos souffles, une légère brume s'étend dans l'air. La rue est déserte, le silence seulement brisé par quelques voitures passantes. Vous êtes bel et bien le seul à braver le froid hivernal. Du moins, ça c'est ce que vous croyiez, car soudainement devant vous, une femme apparaît. Elle est vêtue légèrement, dans une robe de soirée vert pâle, ses cheveux roux légèrement ébouriffés. Elle est immobile, adossée à un mur devant vous. Vous devez passer devant elle pour retrouver le chaud de votre foyer. À mesure que vous vous approchez, vous remarquez qu'elle semble très pâle, pourtant ne semble pas trembler de froid comme vous. Pire, alors qu'il ne reste que quelques mètres entre vous deux, vous remarquez qu'aucune brume ne s'échappe de sa bouche. Alors que vous réalisez tout juste que quelque chose ne va pas, il est trop tard, et vous sentez 2 dards s'enfoncer profondément dans votre gorge. Tout s'effondre autour de vous, puis vous vous réveillez chez vous, au chaud. Votre gorge est intacte. Vous ne vous souvenez plus de rien à propos de la veille, excepté une sensation d'immense plaisir. Sans doute un rêve, vous dites-vous sans remarquer la mèche de cheveux rousses sur votre épaule. Comme nous l'avons dit dans le premier épisode de cette série, Vampire la Mascarade est un jeu de rôle sur table créé en 1991 par Mark Rein-Hagen. Il est très inspiré par la littérature vampirique, notamment le roman fondateur du genre, Dracula de Bram Stoker, et les romans du cycle des vampires de Anne Rice, dont Entretien avec un vampire et Lestat le vampire sont les plus fameux représentants. Jeu d'horreur personnel, il préfigure du monde des ténèbres tant par ses thématiques que son ambiance. En effet, Vampire la Mascarade est avant tout un jeu tragique. Les personnages, tant joueurs que non joueurs, sont des damnés maudits à la vie éternelle et à lentement sombrer dans la folie et l'inhumanité, si tant est qu'ils n'y sont pas déjà franchement. Les vampires, ou Kainites comme ils aiment à s'appeler, sont des créatures complexes et difficiles à aborder pour plusieurs raisons. D'abord, il est impossible de créer un profil type de vampire, en cela que leur société est extrêmement divisée, et chaque Kainite est individualiste au possible, ne croyant en général qu'en ses propres idées et concepts. Très dur donc de décrire autre chose que des généralités sur eux. Les vampires sont des prédateurs, la seule raison pour que leur corps mort depuis parfois des siècles s'éveille chaque nuit est la soif. Cette soif de sang humain les pousse à vivre dans les villes, là où la nourriture est facile et où se cacher est d'autant plus simple. Cependant, ce cantonnement aux villes les oblige également à côtoyer leurs semblables, qui cherchent la même nourriture qu'eux. Ainsi, une chose est sûre, de par sa nature prédatrice, chaque vampire étant un allié potentiel qu'un ennemi futur pour l'autre. Ce point précis crée une ambiance anxiogène et constamment conflictuelle entre chaque membre de la grande famille vampirique. Cependant, les autres Kainites ne sont pas les seules menaces auxquelles un vampire doit faire face. En effet, malgré la toute-puissance surnaturelle des vampires, ceux-ci restent en sous-nombre par rapport à une humanité qui devient de plus en plus dangereuse pour eux, notamment en nos temps modernes où caméras et internet menacent chaque jour de révéler au monde entier leur existence et où les mortels détiennent une puissance de feu capable d'annihiler toute trace de vie sur Terre. De plus, chaque vampire ressent au fond de lui le besoin de devenir une créature amorale, une bête seulement intéressée par sa survie et sa soif. Ces pulsions bestiales de destruction sont appelées la bête, et le seul et unique moyen de ne pas céder à celle-ci est de se canaliser en s'imposant un code moral strict, pour conserver une façade de contrôle et d'humanité. Comme vous l'aurez compris, la menace est double pour les Kainites, à la fois externe et interne. La mascarade du titre se joue donc à plusieurs niveaux. Le premier au niveau politique, où les vampires doivent se fondre dans la société humaine afin de garantir la survie de leur société parallèle. Le second, au niveau personnel, où un vampire se ment à lui-même en s'auto-convainquant de son humanité pour ne pas céder à la bête intérieure. Ainsi, toute l'intelligence du jeu est de mettre en avant des anti-héros en puissance, devenus des créatures au-delà de toute rédemption, nous y reviendrons, constamment tiraillés entre les pulsions bestiales qui incombent à leur nature et leurs efforts à maintenir un semblant d'humanité, tant pour des questions morales que dans un espoir de maintenir leur non-vie, potentiellement immortelle. Après ce tour d'horizon des Kainites, abordons les principes de base de leur mythologie et l'aspect surnaturel et spirituel de ces créatures. La majorité des vampires occidentaux s'accordent à dire que le premier vampire se nommait Caïn. Dans la Bible, Caïn est le premier fils d'Adam et Ève et le grand frère d'Abel et de Seth. Peu est connu de Caïn sinon un événement, le meurtre d'Abel. Il est dit que, alors que Dieu demanda une offrande aux 2 frères, celui-ci préféra celle d'Abel. Pour plaire à Dieu, Caïn sacrifia donc ce qu'il avait de plus cher, son propre frère. C'est ainsi que Caïn devint le premier meurtrier.
Il fut banni de l'Éden, condamné à errer sur terre éternellement et marqué pour que chacun le reconnaisse et nul ne lui fasse de mal. Bien que cette mesure paraisse miséricordieuse, elle est en fait pire que la mort, car c'est à une éternité loin de Dieu que Caïn fut damné. C'est pendant cet exil que, selon le livre de Nod, le livre saint des vampires, il rencontra Lilith, la première femme d'Adam et mère des monstres, qui lui apprit à voir son sort non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction. En effet, si Caïn ne fut banni à jamais de la lumière, grâce à l'aide et aux enseignements de Lilith, il pourrait devenir l'égal de Dieu et régner à ses côtés non pas sur la lumière, mais sur la nuit. Caïn accepta, dans un élan d'orgueil, et Lilith lui apprit le pouvoir du sang. Puis il abandonna Lilith à son sort, ne souhaitant pas partager le pouvoir. Par la suite, 3 anges visitèrent Caïn, lui proposant chacun le pardon de Dieu à la condition qu'il se repente devant le Créateur. Mais Caïn avait renié Dieu pour son jugement injuste, et préférant régner dans la nuit que de se soumettre dans le jour, il refusa par 3 fois. Il fut donc 3 fois maudit en rapport à son arrogance, créant les 3 faiblesses majeures de ce qui deviendraient les vampires. L'impossibilité de vivre le jour, leur besoin de sang pour survivre, et enfin la bête. Si cette histoire a été occidentalisée et assimilée à la Bible, les vampires d'Afrique et d'Orient ont en réalité des mythes tout à fait similaires qui peuvent laisser penser une origine commune. Ce mythe fondateur, qu'il soit vrai ou non, a pour mérite d'expliquer l'origine de la malédiction du vampire dans tout son côté surnaturel. En effet, il donne une explication au pouvoir qu'ils tirent du sang qu'ils boivent, ces pouvoirs regroupés sous le terme générique de discipline, mais aussi aux faiblesses des vampires. Par la suite, le mythe de Caïn fait aussi état du principe de génération chez les vampires. En effet, si Caïn est supposé comme étant le premier et le plus puissant des vampires, chaque génération d'écart avec ce dernier se traduit par une diminution de ce pouvoir, comme une dilution du sang originel. Ainsi, un vampire de 4ème génération, c'est-à-dire les arrière-petits-enfants de Caïn, sera démesurément plus puissant qu'un vampire de 8ème ou de 9ème génération, qui eux-mêmes seront bien plus puissants que les vampires de 13ème génération. Ce système imparable conduit naturellement à l'établissement d'un système pyramidal chez les vampires, avec les plus puissants et anciens tout au-dessus, et les plus jeunes en bas, servant les plus anciens. Aujourd'hui cependant, il est rare de voir des vampires de moins de 7 ou 8 générations, ceux-ci étant trop bien cachés dans l'ombre ou déguisés en jeunes vampires pour mieux manipuler chacun sans risquer d'être vus. Voyons maintenant l'organisation de la société vampirique. Pour cela, nous allons l'analyser de l'unité sociale la plus petite à la plus immense. Pour commencer, l'unité sociale la plus proche et personnelle des vampires est la coterie. Une coterie est en réalité un petit groupe de vampires, souvent jeunes et plus ou moins proches unis par un objectif commun. Comme le dit très bien Justin Achilli, auteur et développeur chez White Wolf, dans un de ses fameux threads sur Twitter, les coteries n'ont aucun sens. Pour beaucoup de damnés, elles vont contre leur nature, car les vampires sont naturellement des prédateurs solitaires et jaloux. C'est précisément l'avantage qu'elles offrent aux jeunes vampires, en cela qu'elles sont totalement aliènes et donc imprévisibles pour les anciens, en plus de mettre en commun toute la diversité des vampires. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'une coterie, même dans ses meilleurs jours, est toujours sur le bord de la rupture. Le moindre faux pas, le moindre dysfonctionnement risque de mettre un terme à la collaboration, voire ouvrir la porte à de vraies guerres entre ses anciens membres. La seconde unité sociale dont nous allons traiter sont les clans. En termes de mythologie, chaque clan est censé être issu d'un antédiluvien, un vampire de 3ème génération ayant survécu au déluge, puis fondé sa propre lignée. Si les différents clans portent les forces de son antédiluvien, ils portent aussi leurs malédictions. Un Nosferatu par exemple sera extrêmement doué pour la furtivité, cependant il sera complètement défiguré et sa simple vue par un humain briserait la mascarade. A contrario, un Toréador sera extrêmement beau et remarquable, mais restera captif de sa vision artistique et de sa sensibilité, qui risque de lui faire perdre pied aux réalités. Ainsi, les clans sont les principaux facteurs de diversité, mais aussi de rivalité chez les vampires. C'est notamment pour cela qu'une série de vidéos sera consacrée pour chaque clan, afin de les analyser plus en détail et vous aider dans vos parties. Enfin, pour les vampires des temps modernes, l'unité sociale la plus grande est la secte. Il existe 2 sectes vampiriques majeures dans le monde, la Camarilla et le Sabbat, ayant des points de vue opposés et se livrant une guerre sans fin l'une l'autre. Les différents clans s'alignent politiquement avec l'une ou l'autre de ces sectes, même si les individus, eux, se fichent pas mal de cet alignement et rejoignent qui ils veulent. Encore une fois, on ne va pas trop détailler sur ces sectes, car elles méritent des vidéos à part entière. Néanmoins, retenez que chacune d'entre elles se subdivise encore et encore, pour régner sur la moindre ville via des administrateurs locaux, régionaux, nationaux, etc.
Ayant moi-même ma chronique de Vampire la Mascarade, finissons cette vidéo avec des conseils personnels pour les MJ, mais aussi les joueurs qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de Vampire. Tout d'abord, il est tentant pour les jeunes joueurs de se sentir intouchables en goûtant à la puissance vampirique. Cependant, il faut garder à l'esprit que les faiblesses des vampires, aussi puissants soient-ils, sont bien réelles. Le soleil, les flammes, mais aussi la bête et les autres vampires sont autant de choses qui peuvent mettre fin à l'éternité du Kainite. Il incombe donc au MJ de faire prendre conscience de la fragilité de sa survie aux joueurs un peu trop imprudents, en commençant par exemple par lui montrer les conséquences de ses actes, et qu'il existe bien plus puissant que lui. De plus, en termes de jeu pur, on attend souvent des joueurs de Vampire la Mascarade qu'ils forment une coterie. Néanmoins, comme nous l'avons dit plus tôt, la coterie est toujours un équilibre très fragile. Au maître du jeu donc de faire ressentir cela, en attisant le doute et en encourageant ses joueurs à poursuivre leurs propres objectifs, sans pour autant pousser le bouchon trop loin et faire imploser la coterie. Enfin, dernier conseil, n'oubliez pas la règle d'or de tout jeu de rôle. Modifiez ce que vous souhaitez modifier, changez ce qui a besoin d'être changé. Le MJ est le seul maître à bord de sa chronique. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ainsi que vos éventuels conseils ou suggestions pour la prochaine vidéo. Aussi, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo et aider la chaîne. Voilà. Sur ce, chers spectateurs, dormez couverts. Avec un peu de chance, les monstres ne vous verront pas.